Le début du Moyen-Âge n'est pas réputé pour sa clarté. En fait, il est particulièrement connu pour son manque de clarté, sous la forme d'une relative rareté des sources. Le terme « âge sombre » était en réalité destiné à désigner le supposé déclin culturel, économique et social de l'Europe dans les siècles qui ont suivi la chute de l'Empire romain d'Occident. C'est d'ailleurs assez approprié dans un autre sens. On peut qualifier une période de sombre parce que, pour certaines régions géographiques, il est assez difficile de déterminer ce qui s'y passe exactement. L'une des régions où cela s'applique est l'Écosse. Même à l'époque où les Romains étaient présents dans les îles britanniques, un empire pourtant réputé pour son excellente prise de notes, l'Écosse restait en quelque sorte une inconnue. Bien qu'ils aient certainement mené des incursions dans les Highlands, les conquêtes romaines se sont limitées, dans leur extension vers le nord, aux deux murs, le mur d'Adrien et le moins connu mur Antonin, construit plus tard. Au-delà de ce mur vivaient, aux yeux des Romains, des barbares par excellence. À mesure que les Romains se retiraient des îles britanniques, les traces historiques deviennent encore plus floues. C'est dans cette période mystérieuse du nord de l'Écosse que les Pictes apparaissent dans les sources historiques. D'abord mentionné dans les sources romaines tardives, ce peuple difficile à définir a lentement gagné en puissance jusqu'à dominer les régions les plus au nord et à l'est de la Grande-Bretagne, étendant même son influence politique sur l'ensemble du territoire que nous appelons aujourd'hui l'Écosse. Leur pouvoir était sans doute considérable, leur roi puissant. Pourtant, les Pictes n'ont laissé que très peu de traces derrière eux. À l'exception d'une petite collection d'artefacts matériels et d'une série de pierres monumentales particulières disséminées à travers l'Écosse, dont la signification reste encore aujourd'hui énigmatique, il subsiste très peu de choses de ce peuple autrefois grandiose. En examinant les sources dont nous disposons, les dernières découvertes archéologiques et la culture matérielle laissée par les Pictes, nous pouvons tenter de répondre à la question « Qui étaient les Pictes ?» Comme pour tous les peuples décrits dans les sources antiques et du début du Moyen-Âge, il faut se méfier de toute tentative de définir précisément qui étaient les Pictes. Il est important de noter que les Pictes, en tant que groupe, semblaient présenter très peu d'uniformité culturelle, ce qui indique que le terme Picte est une désignation plus large, utilisée pour désigner un grand nombre de peuples quelque peu diversifiés sur le plan géographique et culturel. Dans un ouvrage récent, l'historien Gilbert Marcus a mis en garde contre la tendance à considérer les Pictes comme une communauté ethnique clairement définie, ce qu'il a qualifié de faux postulat ethnique. Le terme Picte apparaît pour la première fois dans les sources romaines à la fin du IIIe siècle, et il est utilisé de manière générale pour désigner les peuples vivant au-delà de l'influence du pouvoir romain dans le nord de la Bretagne. Que le terme provienne ou non du mot latin signifiant « peint » en référence à la coutume de nombreux peuples du Nord de se peindre la peau avec des teintures, Picte en est venu à désigner les Bretons vivant dans le Barbaricum par opposition aux provinciaux romano-britanniques. En soi, cette évolution ne suggère pas nécessairement l'émergence d'une nouvelle identité ethnique ou politique en Écosse, mais plutôt que les habitants romanisés du sud de la Bretagne commençaient à se percevoir différemment par rapport aux autres habitants des îles britanniques. Bien que des sources ultérieures, comme Bede, considèrent les Pictes comme une nation unique ou gens Pictorum, même elles reconnaissaient l'apparente diversité au sein du territoire Picte. Stephen, l'auteur de la vie de Saint Wilfrid au 7e siècle, a noté que le territoire Picte au nord du Firth of Forth abritait des peuples distincts, voire même des nations distinctes. Nous devrions donc éviter de suggérer que les Pictes, en tant que groupe, présentaient un grand degré d'homogénéité, ou que le terme Picte désigne un seul groupe ethnique ou une identité politique unique. L'identité Picte a sans doute existé, mais il s'agissait peut-être davantage d'une construction, créée pour des raisons d'opportunité politique. Fraser pense qu'il est probable que ce soit les rois de Fortriu, le royaume Picte qui dominait ce que nous pourrions considérer comme la Pictie, qui furent responsables de la création et de la promotion d'une identité Picte dans le cadre de leur consolidation du pouvoir. Le vénérable Bede raconte une histoire plutôt intrigante concernant les origines des Pictes dans sa célèbre histoire ecclésiastique du peuple anglais. La race Picte, venue de City, prit la mer à bord de quelques navires de guerre et fut emportée par le vent au-delà des confins de la Bretagne, atteignant l'Irlande et débarquant sur ses côtes nord. Là, les Pictes auraient demandé la permission aux Irlandais de s'installer sur leur belle île. Les Irlandais refusèrent. « Non, je suis vraiment désolé que vous soyez venus de si loin, mais il vous est impossible de rester ici. Vous pourriez essayer la grande île à l'est, cependant, sa partie nord est tout à fait inhabitée. » Ainsi, les Pictes se rendirent en Bretagne et occupèrent les régions du nord de l'île, car les Bretons s'étaient emparés des régions du sud. Comme les Pictes n'avaient pas de femmes, ils en demandèrent aux Irlandais. Ces derniers acceptèrent de leur donner des femmes à la condition que, dans tous les cas de doute, ils choisissent leur roi dans la lignée royale féminine plutôt que masculine.
Ce récit de migration présente des similitudes avec le récit antérieur rédigé par le moine Gildas au XVIe siècle, qui considérait que les Pictes venaient de l'étranger. Ils sortirent avec empressement des coracles qui les avaient portés à travers les vagues, de viles hordes de Gaëls et de Pictes, semblables à de sombres nuées de verre qui se tortillent hors des étroites fissures de la roche lorsque le soleil est haut et que le temps se réchauffe. Le récit de Bède sur l'origine des Pictes est repris dans la Chronique Picte, un récit légendaire des rois des Pictes, probablement rédigé à la fin du Xe siècle, soit environ 2 siècles et demi après l'époque de Bède. Cette origine scythe, bien que fascinante, a depuis longtemps été rejetée comme une création littéraire mythique. Il n'est pas particulièrement difficile de comprendre pourquoi. Il convient également de noter que Scanie, un terme géographique romain utilisé pour désigner la partie sud de la Scandinavie, pourrait être ce à quoi Bède faisait référence lorsqu'il mentionne la Scythie. Au-delà du caractère manifestement légendaire de l'histoire des origines scythes, des recherches génétiques récentes ont révélé de grandes similitudes entre les génomes des individus pictes, d'autres habitants de l'âge du fer en Grande-Bretagne et les populations actuelles du nord-est de l'Écosse. L'étude de 2013 a extrait des génomes d'individus exhumés de sites funéraires pictes à Fife et Easter Ross avant de comparer leurs résultats avec les génomes d'autres habitants de l'âge du fer en Grande-Bretagne, ainsi qu'avec ceux d'Écossais modernes vivant dans des régions ayant historiquement appartenu au pouvoir politique picte. Ils ont décrit leurs résultats ainsi. En utilisant des approches basées sur la fréquence des allèles et les haplotypes, nous pouvons placer de manière certaine ces génomes dans le pool génétique de l'âge du fer en Grande-Bretagne et démontrer une affinité biologique régionale. Cela conduit à la conclusion que les Pictes étaient originaires de la Grande-Bretagne de l'âge du fer, discréditant encore davantage l'idée d'une migration scythe. La chronique Picte, tout en reprenant également le mythe de l'origine scythe rapporté par Bède, y ajoute l'histoire des 7 enfants de Rhinia, un récit concernant le fondateur légendaire du royaume Picte, Rhinia, qui ne date probablement pas d'avant 850 après JC. Rhinia est décrit comme le père des Pictes, régnant pendant 100 ans, puis ses 7 fils lui succédant, les noms de ses fils correspondant aux 7 provinces du pays Picte, Fib, Fidach, Fotla, Fortriu, Cat, Sae et Circine. Bien sûr, cette identification des fils avec les régions du pays Picte est étrangement parfaite, ce qui laisse supposer une certaine commodité politique dans le récit de Rhinia et de ses fils. En réalité, il a été suggéré que ce mythe des origines servait à légitimer les campagnes expansionnistes menées par le royaume picte de Fortriu, sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Donner aux régions le nom de fondateurs antiques éponymes était un procédé courant dans la littérature du Haut Moyen-Âge. Tous ces éléments nous suggèrent que les Pictes étaient tout simplement les habitants autochtones de la région où ils ont accédé à la prééminence politique. Le nom de Pictes n'apparaît dans les sources historiques qu'au début du Moyen-Âge. Fait intéressant, les régions où vivaient ces Pictes sont décrites par des auteurs romains plus anciens, tels que Tacite et Ptolémée, comme étant habitées par un ensemble de tribus brittoniques. Ptolémée cite les Calédoniens, les Vacomages, les Décantae, les Texali, les Virturiones et les Vénicones. En particulier, Tacite décrit le triomphe militaire romain lors de la bataille du mont Gropius en 83 ou 84 après JC, au cours de laquelle une armée romaine infligea une lourde défaite à une troupe calédonienne. Bien que l'emplacement exact de la bataille du mont Gropius fasse l'objet de débats, la grande majorité des sites proposés se trouvent dans l'Aberdeenshire, au nord de la rivière Dee, sur un territoire qui deviendra plus tard le centre du pouvoir politique picte. Il semble donc probable que les Pictes aient un certain lien avec ces tribus plus anciennes, décrites par nos sources romaines. De même, les Virturiones, mentionnés pour la première fois au IVe siècle, sont indéniablement identifiés comme des Pictes dans les sources. Leur royaume, désigné par son nom gaélique de Fortriu, était situé dans la zone pictave du nord, autour des régions actuelles de Forres et Inverness. Durant le Haut Moyen-Âge, ces rois virturiens semblent avoir dominé politiquement le territoire picte. Pour Fraser, l'effacement de l'identité calédonienne, comparé à la longévité de Fortriu, témoigne du rôle central qu'ont joué les Virturiens dans la création d'une conscience picte. La question évidente que soulèvent les récits légendaires sur l'origine des Pictes est la suivante. Où exactement les Pictes vivaient-ils? Heureusement, nous disposons d'un peu plus d'informations que de simples récits mythiques de migration à ce sujet. Bien qu'il soit difficile d'affirmer avec certitude si les Pictes formaient une entité politique unifiée ou un ensemble de petits royaumes qui, à différentes époques, se sont retrouvés sous l'hégémonie d'un seul roi picte puissant, nous savons que les Pictes habitaient dans les régions nord et est de l'Écosse. Bien que leur véracité soit discutable, les fils décrits dans les 7 enfants de Rhynie semblent correspondre approximativement au territoire que l'on peut considérer comme picte. Cette répartition territoriale correspond à peu près aux découvertes archéologiques considérées comme pictes.
Par exemple, la distribution des pierres monumentales pictes, des artefacts auxquels nous reviendrons plus tard. Cela dit, Fraser estime que l'idée selon laquelle il existait 7 royaumes pictes est douteuse. Bede, bien sûr, nous donne son avis sur l'emplacement des frontières du pouvoir picte. De manière plus générale, le territoire picte est divisé en zones sud et nord, séparées par la chaîne de montagnes appelée le Mount. Bede affirme avec insistance que, dans les années 730, la frontière sud du territoire picte se trouvait au Firth of Forth et que le pouvoir picte dans le sud était dominé par un seul royaume picte composé de plusieurs régions. Bede considérait que la zone picte du nord était bien plus instable, avec 2 royaumes ou plus se disputant le pouvoir, une opinion apparemment partagée par son contemporain, Étienne, auteur de la vie de Saint Wilfrid, qui rapporte que le territoire picte abritait un ensemble de peuples ou de nations distinctes. Il se peut, bien sûr, qu'à l'époque où Bede écrivait, le territoire picte ait été politiquement dominé par un royaume méridional unifié qui existait au sud du Mount. Athenaïn, dans sa vie hagiographique de Saint Columba, décrit le voyage de Columba vers le nord en remontant la grande vallée jusqu'aux environs de l'actuel Inverness pour rendre visite à la cour du roi picte de Fortriu, Bridei, fils de Maelchion. Le règne de Bridei, qui s'étend de 554 à 584, fut manifestement une période d'influence. Non seulement Columba lui rendit visite, ce qui indique vraisemblablement sa prééminence politique parmi les Pictes, mais Bede lui-même qualifia également Bridei de Rex Potentissimus, c'est-à-dire un roi très puissant. La suprématie politique des rois de Fortriu, centrée sur le Moray dans le nord de l'Écosse, semble avoir constitué le point focal du territoire Picte. Bien que l'historiographie ait traditionnellement considéré que le Fortriu était centré sur les églises au sud du Mount, cette vision a été remise en question de manière convaincante plus récemment, notamment par les travaux de l'historien médiéval Alex Wolff, dont les arguments sur le sujet, et en particulier sa localisation révisée de la bataille de Dunnechtan, placent de façon convaincante le Fortriu au nord du Mount, centré sur le Moray. Les frontières des puissances voisines, qui sont en grande partie mieux documentées par les auteurs contemporains, peuvent également nous donner des indices quant à l'emplacement de ce que l'on pourrait considérer comme la Pictie. Au cours du 7e siècle, le royaume anglo-saxon de Northumbrie, formé de la fusion des royaumes de Bernicie et de Daïra, était l'entité politique la plus puissante des îles britanniques, englobant le sud-est de l'Écosse jusqu'au Firth of Forth. Il est probable que le pouvoir politique northumbrien s'étendait bien plus au nord et que les Pictes étaient des tributaires des rois de Northumbrie. Même après la défaite catastrophique du roi Ecgfrith de Northumbrie face au roi picte Bridei mac Bili lors de la bataille de Dunnechtan en 685, les Northumbriens continuèrent de dominer le paysage politique du sud de l'Écosse. À l'ouest, le royaume gaélique de Dal Riata, qui englobait la côte ouest de l'Écosse et une partie du comté d'Antrim en Irlande du Nord, était à l'apogée de sa puissance au 6e et 7e siècle. Des conflits frontaliers avec les souverains pictes sont visibles tout au long de l'histoire de Dal Riata. En effet, le royaume semble avoir été soumis à l'hégémonie picte au cours du 8e siècle. C'est la fusion ultérieure du royaume picte de Fortriu avec le royaume de Dal Riata qui allait former le royaume d'Alba bien plus tard, au Xe siècle. Nous avons déjà évoqué la façon dont le Pictland était probablement divisé entre plusieurs royaumes. Il existe des preuves suggérant par exemple qu'un royaume existait aux Orcades, sur lequel les rois de Fortriu exerçaient leur suzeraineté, du moins à l'époque de la visite de Saint Columba à la cour de Bridei. Cependant, un royaume en particulier domine les sources historiques lorsqu'il s'agit des Pictes, le royaume de Fortriu. Le destin de ce royaume semble, par moments, avoir été essentiellement synonyme de celui des Pictes dans leur ensemble. Il ne fait aucun doute qu'il n'est pas exagéré de suggérer que Fortriu a constitué le noyau du pouvoir politique picte au début du Moyen-Âge. Comme nous l'avons vu précédemment, les Virturionnes semblent avoir été les fondateurs du royaume de Fortriu, centré autour du Moray Firth. Mentionné pour la première fois au IVe siècle par l'auteur romain Amiel Marcellin, il a été suggéré que le mot latin Virturiones proviendrait de la racine brittonique signifiant forteresse, ce qui impliquerait que le nom Virturiones aurait pu signifier peuple de la forteresse. Bede, ainsi que d'autres sources anglo-saxonnes, fait référence à ces Virturionnes sous le nom de Weal Theoras en vieil anglais. Le nom du royaume de ces Virturionnes provient des anciennes sources irlandaises du VIe siècle, telles que les Annales d'Ulster, qui désignent ce royaume sous le nom de Fortren. Le mot Fortriu, que nous utilisons aujourd'hui pour désigner ce royaume picte prééminent, est une forme nominative reconstruite de Fortren. Mis à part l'étymologie, les rois de Fortriu semblent avoir établi une domination politique sur la grande majorité du territoire que nous considérons comme la Pictie à l'époque du Haut Moyen-Âge. Cette situation politique, qui s'est développée à partir du VIe siècle et qui était pleinement établie à la fin du VIIe, est appelée l'hégémonie virturienne. Nos sources, bien que rares, témoignent de l'établissement de Fortriu en tant qu'entité politique puissante.
Cela se voit principalement à travers le traitement réservé à ces rois. Saint Columba, fondateur du monastère d'Iona, s'est rendu à la cour du roi picte Brydei mac Maelchain à la fin du VIe siècle, selon le hagiographe athanaïen. Bien qu'il ne soit pas désigné comme le roi de Fortriu, la capitale de Brydei, située près de l'embouchure de la rivière Ness, correspond au territoire de Fortriu, ce qui indique que le royaume de Brydei pourrait avoir été un précurseur direct du royaume ultérieur. La décision de Columba de se rendre à la cour de Brydei constitue en soi une preuve du pouvoir exercé par le roi picte sur les terres entourant la rivière Ness et le Moray. Ce qui est fascinant, c'est la description par Athanin de la présence du roi des Orcades à la cour de Brydei, suggérant peut-être que le roi picte était le suzerain des Orcades. Cela laisse entendre qu'à la fin du VIe siècle, ces rois pictes avaient déjà commencé à développer une hégémonie politique locale. De plus, la description de Brydei par Bede comme Rex Potentissimus, ainsi que les mentions dans les annales irlandaises d'une migration de Gaels devant le fils de Maelcolm à la fin des années 560, indiquant un conflit potentiel avec le royaume de Dalriata, suggèrent également que Brydei était peut-être activement engagé dans l'établissement d'un contrôle politique régional qui finirait par se transformer en hégémonie virtu-yen. Un siècle plus tard, à la fin du 7e siècle, l'établissement de l'hégémonie virtu-yen semble avoir été achevé. C'est Brydei, fils de Beli, qui régna de 671 à 692, qui est le premier explicitement nommé dans les sources comme roi de Fortriu. C'est sous le règne de ce Brydei que le contrôle politique des rois de Fortriu s'étendit vers le sud jusqu'au Firth of Forth, grâce à une victoire contre les rois de Northumbrie lors de la bataille de Dung Netand en 685. Cette défaite écrasante, au cours de laquelle le roi Edfrith de Northumbrie, également cousin de Brydei mac Beli, fut tué et son armée mise en déroute, porta un coup sérieux à la domination politique de Northumbrie en Écosse, la limitant aux terres situées au sud du Firth of Forth. Les rois de Fortriu avaient probablement été des sous-rois sous l'hégémonie northumbrienne avant la bataille. Cette victoire éclatante, probablement remportée sur les rives du Loch Inch, établit Brydei et le pouvoir politique picte comme une force à part entière. Avec une attaque contre les Orcades en 681, il semble que Brydei s'attachait à consolider l'hégémonie virtu-rayenne. Comme mentionné précédemment, Fraser pense qu'il est probable que ce soit les rois de Fortriu, grâce à leur domination politique sur le Pictland, qui furent responsables de la création et de la promotion d'une identité picte. La puissance de Fortriu ne se manifestait pas uniquement par des victoires militaires. En 697, l'abbé Athanin d'Iona rassembla des souverains et des dignitaires venus de toute l'Irlande et de l'Écosse lors du synode de Birr, où ils signèrent la loi des innocents, ou Cain Aithnean, un traité juridique qui établissait des protections pour tous les non-combattants, en particulier les femmes et les enfants. Le seul signataire picte, en dehors de l'évêque, Saint Caeretan, était le roi de Fortriu, Brydei, fils de Derili. On commence vraiment à accumuler les Brydei ici. La signature de Brydei sur la Cain Aithnean indique qu'il était la puissance politique prééminente reconnue en Pictie, capable de faire appliquer les lois établies lors du synode de Birr. Les domaines de Fortriu ne montraient aucun signe de relâchement au 8e siècle non plus. Le roi Oengus, fils de Fergus, semble être allé plus loin que ses prédécesseurs dans l'établissement de l'hégémonie politique picte qui s'étendait d'une côte à l'autre. Les conflits menés par Oengus contre le voisin d'Alriata ont établi la suzeraineté picte sur le royaume gaélique. Oengus n'a pas non plus limité son action aux terres situées au nord du Forth. En 740, les Pictes ont mené des incursions contre les Northumbriens et en 744 et 750, des conflits avec les Bretons de Strathclyde sont rapportés. Bien que soumise à des hauts et des bas, l'hégémonie virtuienne a perduré jusqu'au 9e siècle, lorsque l'arrivée d'une nouvelle force dans les îles britanniques a marqué la fin non seulement de la domination des rois de Fortriu, mais aussi, sans doute, de l'identité picte dans son ensemble, les Vikings. Nous y reviendrons plus tard, mais pour l'instant, concentrons-nous sur la société et la culture picte. Les recherches archéologiques menées dans les régions historiquement pictes nous ont permis de mieux comprendre la société et la culture des Pictes. Sans grande surprise, il semble que les Pictes vivaient d'une manière très similaire à celle de leurs voisins britanniques, gaéliques et anglo-saxons durant le Haut Moyen-Âge. Bien que nous sachions très peu de choses sur les méthodes agricoles spécifiquement pictes, par exemple, l'étude d'autres sociétés celtiques contemporaines peut nous donner une bonne indication de la façon dont les Pictes vivaient, d'autant plus que leur culture matérielle semble indiscernable de celle de leurs voisins. Presque sans exception, les Pictes vivaient dans de petites communautés rurales. Aucun centre urbain important n'a été découvert. Le seul exemple de quelque chose, la plus grande agglomération urbaine approchant sur le territoire picte était constituée des établissements entourant des fortifications militaires telles que le fort de Burghead dans le Moray, au nord de l'Écosse. Fait intéressant, Burghead était le principal centre de pouvoir du royaume picte de Fortriu, ce qui explique peut-être sa grande taille.
les fortifications à elles seules couvraient une superficie d'environ 5 hectares, 12,4 acres, et étaient sans aucun doute accompagnées d'une agglomération d'une taille similaire. La plupart des Pictes vivaient donc dans de petits villages. Comme la majorité des populations d'Europe du Nord à cette époque, les Pictes tiraient leur subsistance de l'agriculture et de l'élevage. Les cultures céréalières telles que le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des légumes comme le chou, les oignons, les poireaux, les navets et les haricots constituaient la base de la production agricole. Les moutons, les bovins et les porcs étaient couramment élevés, fournissant aux Pictes non seulement une variété de viande, mais aussi du lait, des fibres et des vêtements, ainsi que des peaux pour produire du cuir destiné à de nombreux usages. L'élevage de troupeaux de bétail pouvait entraîner un certain degré de transhumance, c'est-à-dire un mode de vie pastoral où les agriculteurs déplaçaient leurs troupeaux à la recherche des meilleurs pâturages. Cependant, des fouilles récentes sur le site de l'Aire, dans le Glen Shee, ont mis au jour plusieurs grandes maisons écuries servant à abriter le bétail, ce qui indique également un certain degré de sédentarité. La nature de la construction au début du Moyen Âge, qui utilisait beaucoup de bois, combiné au climat notoirement humide de ces îles, fait que très peu de bâtiments de cette époque ont survécu en Grande-Bretagne. Les bâtiments pictes ne font pas exception. Les maisons rondes et les longues maisons en bois étaient courantes, probablement construites avec une ossature en bois, des murs en torchis et des toits de chaume, ce qui donnait une structure chaleureuse et facile à entretenir. Comme cela a été constaté à Glen Shee, les bâtiments pictes pouvaient être des maisons-écuries, des constructions partagées entre des espaces de vie pour les humains et les animaux, permettant ainsi d'abriter le bétail à l'intérieur pour le protéger des intempéries. Bien que leur construction précède celle des Pictes de plusieurs siècles, les broches qui parsèment les régions côtières de l'Écosse ont certainement été utilisées par les Pictes. Les broches sont des tours rondes creuses, construites en pierre, souvent de taille et de solidité impressionnante. Le plus grand, le broche de Mousa, dans les îles Shetland, s'élève à environ 13 mètres de haut. Les Pictes auraient également pu utiliser des cranogues, des maisons rondes construites sur des îles artificielles, dans des lochs et d'autres plans d'eau à travers l'Écosse. Bien que très peu de choses subsistent de la culture picte, un fait qui a sans doute contribué à leur image mystérieuse dans l'imaginaire populaire, l'archéologie a mis au jour un bon nombre d'artefacts artistiques pictes. Les plus remarquables d'entre eux sont un certain nombre de pierres monumentales qui ont été découvertes dans le nord et l'est de l'Écosse, dans les régions historiquement pictes. Généralement datées du 6e au 9e siècle, ces pierres présentent de nombreux motifs et dessins, et certaines comportent même des inscriptions en ogam. Assez variées en taille et en style, beaucoup des pierres les plus tardives sont reconnaissables comme des croix et des pierres tombales reflétant la christianisation des Pictes. Cependant, la fonction de ces pierres monumentales, qui précèdent l'arrivée du christianisme, demeure en partie mystérieuse. Plusieurs théories ont été avancées, notamment que ces pierres servaient de bornes territoriales, de mémoriaux ou de symboles pour certains clans ou autres groupes. Peut-être le plus fascinant de tout est l'existence d'un certain nombre de symboles pictes distincts que l'on peut observer sur beaucoup de ces pierres monumentales, en particulier les plus anciennes. Par exemple, le motif du double disque et de la tige en Z, ainsi que le croissant et la tige en V, dont la signification nous échappe. De même, la bête picte apparaît sur de nombreuses pierres pictes, ainsi que sur des bijoux pictes. Avec sa tête allongée et sa forme étrange, presque chevaline, la bête picte a été comparée à des hippocampes, des dauphins, des éléphants, aux kelpies mythiques, et même au monstre du Loch Ness lui-même. Les théories concernant la signification de la bête picte vont du symbole politique à l'iconographie religieuse. Cependant, il est clair que la bête revêtait une grande importance pour les Pictes, puisqu'on la retrouve dans de très nombreuses représentations sur pierre et sur métal. Le travail du métal est l'autre forme artistique principale des Pictes qui nous soit parvenue en grand nombre. En particulier, les objets en argent constituent une part considérable des œuvres métalliques conservées. En 1919, une grande quantité d'argent romain, apparemment obtenu lors de raids et découpé en vue de sa distribution, a été découverte à Traprenlow. Un trésor encore plus important, comprenant des pièces d'origine picte, a été découvert en 1819 à Norreys Law, dans le Fife. En particulier, ce trésor comportait une plaque en argent et émail du 7e siècle ornée d'un motif de tige en Z picte. Malheureusement pour la postérité, une grande partie du trésor a été vendue par son découvreur et fondue. Nous ne pouvons que deviner quel type d'objets pictes ont ainsi été perdus. Un autre artefact en argent, la grande chaîne de White Cloche à double maillon, arborant également le motif de la tige en Z, est un bel exemple du savoir-faire picte, l'une d'une série de 10 chaînes qui ont été découvertes. Il existe des indices suggérant que les Pictes pratiquaient le tatouage corporel.
Le tatouage, en tant que pratique, semble d'ailleurs avoir été relativement courant parmi les peuples de l'âge du fer en Grande-Bretagne et dans le nord de l'Europe, bien que les preuves dont nous disposons soient presque toutes textuelles. De ce fait, il fait l'objet de débats quant à savoir si les descriptions que nous avons de divers peuples de l'âge du fer qui ornèrent leur peau de motifs et de dessins élaborés faisaient en réalité référence à de la peinture plutôt qu'à du tatouage. Jules César, dans son ouvrage « La guerre des Gaules », décrivait ainsi les habitants de la lointaine Bretagne. Tous les Bretons, en effet, se teignent avec du pastel, ce qui leur donne une couleur bleuâtre et, de ce fait, une apparence plus redoutable au combat. D'ailleurs, il semble que le nom Pictes, un mot latin, fasse référence à la décoration dont ces peuples se parrainent. Il apparaît dans les archives historiques en l'an 297 dans le panégyrique, un texte ou un discours en l'honneur de quelqu'un. Dans ce cas, l'empereur Constance. De plus, une nation alors primitive et habituée à combattre encore à moitié nue seulement avec les Pictes et les Hiberniens succomba facilement aux armes et aux étendards romains, au point presque que César aurait dû se vanter uniquement de cette chose lors de cette expédition, qu'il avait traversé l'océan. En mettant de côté les commentaires dénigrants sur les capacités militaires des Pictes, le mot latin picti est significatif car il est généralement traduit par peint, du verbe latin pingere, peindre. Ainsi, un peu plus d'un siècle plus tard, l'historien Claudien nota dans ses guerres gothiques que les légions stationnées en Bretagne contenaient les farouches Scots, dont les hommes avaient observé les motifs étranges tatoués sur les visages des Pictes mourants. Ici, le mot est traduit par tatoué, bien qu'il soit important de noter que nous ne pouvons pas affirmer avec certitude si ces auteurs romains faisaient référence à de véritables tatouages ou simplement à de la peinture appliquée sur la peau avec du pastel ou d'autres colorants. De plus, ces tatouages précèdent quelque peu les royaumes pictes que nous considérons, lesquels sont apparus vers le 6e siècle après Jimsé. Cela dit, Isidore de Séville, écrivant bien plus tard au 7e siècle, semble affirmer avec une certaine clarté dans ses étymologies que la pratique du tatouage avait été perpétuée par les Pictes. Nous ne devons pas non plus omettre les Pictes, dont le nom vient de leur corps, car un artisan, à l'aide d'une fine pointe d'épingle et du jus extrait d'une plante locale, les orne de cicatrices servant de marque d'identification, et leur noblesse se distingue par leurs membres tatoués. Cela semble être une indication aussi claire que possible que les Pictes pratiquaient le tatouage. Mais il faut souligner qu'Isidore, comme l'a noté James Fraser, a parfois confondu les Pictes avec les Scotti. De la religion picte avant le christianisme, on ne peut rien affirmer avec certitude. Il semble très probable que les Pictes pratiquaient une forme de paganisme celtique. De manière peu utile, nous savons également relativement peu de choses sur ce système de croyance, puisque les Celtes n'ont laissé aucun témoignage contemporain de leur propre foi. Cependant, d'après ce que nous pouvons déduire des récits contemporains des Romains, de l'archéologie et de sources romaines postérieures, qui sont, il est vrai, quelque peu biaisés, il s'agissait très probablement d'une forme de religion polythéiste mettant l'accent sur le monde naturel, avec des sites sacrés situés dans des bosquets et des sources, et peut-être une classe sacerdotale de druides. La conclusion la plus raisonnable que nous puissions tirer, compte tenu de notre manque de sources, est que les Pictes, selon toute probabilité, pratiquaient un culte similaire avant l'arrivée du christianisme. Cependant, il convient de mentionner que saint Patrick, écrivant dans sa lettre à Coroticus au VIe siècle, affirmait que les Pictes vivant au sud de l'estuaire étaient des apostates, ce qui signifie qu'ils avaient autrefois été chrétiens, mais étaient retombés dans le paganisme. Le processus par lequel les Pictes se sont convertis au christianisme semble, comme pour la conversion des royaumes anglo-saxons, avoir été mené par des missionnaires. L'influence du christianisme irlandais a été déterminante. On dit que saint Palladius s'est installé en Pictie après avoir quitté l'Irlande, et sainte Brigitte de Kildare est associée au village d'Abernethy. Le récit d'Atanan sur la vie de saint Columba, abbé du VIe siècle, détaille les voyages de l'abbé d'Iona jusqu'au Great Glen à Inverness, où il aurait pu convertir le roi picte Brydei mac Maelchom. Le récit de son voyage regorge également d'exemples où il convertit des Pictes ordinaires, ce qui laisse entendre que Columba pourrait être responsable de la conversion d'un grand nombre de Pictes dans le nord de l'Écosse. Sainte Niniane, considérée par Bède comme l'apôtre des Pictes du Sud, c'est-à-dire ceux vivant au sud de l'embouchure, est traditionnellement tenue pour un breton dont l'œuvre missionnaire auprès des Pictes du Sud au 7e siècle aurait été responsable de l'adoption généralisée de la foi chrétienne. Il n'y a pas que les Irlandais qui ont influencé le christianisme chez les Pictes. Il semble que l'église picte ait également entretenu des liens avec l'église de Northumbrie, car sous le règne du roi picte Nectan mac Dà Ilaith, les ecclésiastiques d'Iona auraient apparemment été relégués en autorité suite à la décision du roi Nectan d'adopter la date romaine de Pâques et la tonsure romaine, au lieu de la date irlandaise de Pâques et de la tonsure celtique. Le royaume de Dalriata aussi, avec ses influences irlandaises et ses liens militaires et économiques avec la Pictie, aurait sans aucun doute joué un certain rôle dans la christianisation du peuple picte.
La conversion d'un peuple entier est, bien sûr, un processus long et complexe. Il est difficile de dire si cela a été accompli par la conversion des élites avant de se diffuser à l'ensemble de la population ou si la conversion a été le résultat d'un engouement populaire à la base. Certainement, la répartition des grands centres monastiques à travers la Pictie suggérerait la première hypothèse, car la plupart des maisons monastiques que nous connaissons étaient situées dans des lieux de pouvoir politique, par exemple Dunkeld, Abernethy, St Andrews, Rosemarkie et Portmaumac. Les Pictes possédaient assurément une langue distincte de celle de leurs voisins. Bede lui-même la cite comme l'une des 5 langues parlées dans les îles britanniques, aux côtés de l'anglais, du brittonique, de l'irlandais et du latin. Qui plus est, la vie hagiographique de Saint Columba, écrite par l'abbé Adomnan d'Iona à propos du fondateur de la communauté monastique sur l'île d'Iona, détaille comment Columba avait besoin d'un interprète pour converser avec les Pictes qu'il rencontrait, notamment lors d'une expédition dans la Grande Vallée jusqu'à la cour du roi Picte Bridei. Il y a plusieurs mentions de l'utilisation d'interprètes. À l'époque où Saint Columba séjournait quelques jours dans la province des Pictes, un certain paysan qui, avec toute sa famille, avait écouté et appris, par l'intermédiaire d'un interprète, la parole de vie prêchée par le saint homme, crut et fut baptisé, le mari avec sa femme, ses enfants et ses domestiques. Bien que cela n'ait aucun rapport, c'est lors de ce voyage chez le roi Picte que l'on trouve peut-être la première mention du monstre du Loch Ness dans les archives historiques. Au bord de la rivière Ness, les prières de Columba sauvèrent la vie d'un homme attaqué par une bête aquatique alors qu'il nageait dans les eaux du Ness. Cependant, on ne peut dire que très peu de choses avec certitude sur la langue picte. De manière générale, il existe plusieurs théories concurrentes sur la façon de classer la langue picte, qu'il s'agissait d'une langue gaélique, d'une langue brittonique ou encore d'une langue pré-indo-européenne. Les 2 premières théories, et presque tous les spécialistes s'accordent à dire que la langue picte était celtique. Ce qui est moins clair, c'est de savoir si le picte était une langue celtique de type P ou de type Q. Cette dualité fait référence au double développement théorisé à partir de la racine de la langue proto-celtique. Le celtique de type P fait référence aux langues brittoniques, à savoir le gallois, le cornique et le breton, tandis que le celtique de type Q désigne les langues guadéliques ou gaéliques, comme l'irlandais et l'écossais. La distinction entre ces 2 branches de la famille des langues celtiques insulaires nous apparaît aujourd'hui assez clairement, tant sur le plan linguistique que géographique. Cependant, tenter d'identifier le picte à l'une de ces 2 branches du celtique, alors que ces classifications étaient sans doute encore en train de se former, s'avère plutôt difficile. Du côté du celtique de type P, il est généralement admis que l'ancêtre probable de la langue picte parlée à l'époque de la conquête romaine était une forme de langue brittonique. En effet, au XIXe siècle, l'antiquaire George Chalmers, en étudiant les listes des rois pictes, a conclu que le picte et le brittonique étaient en réalité la même langue. Plus tard, au XIXe siècle, le celtisant Whitley Stokes affirma, après avoir étudié les annales irlandaises, que le picte était étroitement lié au gallois. De plus, une étude toponymique des noms de lieux dans les régions historiquement pictes d'Écosse a amené William Watson à suggérer qu'une langue P-celtique devait y avoir été dominante. Cependant, il a également été avancé que la langue des Pictes était une langue Q-celtique ou gaélique et qu'elle pourrait être identifiée comme l'ancêtre du gaélique écossais moderne. L'historien William Sken a défendu ce point de vue dans les années 1830. L'utilisation d'un interprète par Columba a été expliquée en soulignant que l'Irlandais aurait coutume de prêcher en latin et que c'est pour cette raison qu'un traducteur était nécessaire. Cependant, contrairement à l'Irlandais, le gaélique écossais contient un grand nombre d'emprunts brittoniques, ce qui indique que, même si la langue picte n'était pas une langue celtique, elle a été fortement influencée par le brittonique. En effet, c'est cette influence brittonique évidente qui amène Fraser à suggérer qu'il est probable que la langue des Pictes, à laquelle Bede fait référence, était celle parlée par les Virturiens, politiquement dominants de Fortriu, une forme de langue brittonique, partiellement gaélisée au fil des siècles de contact avec les Gaëls écossais et irlandais. Bien sûr, la langue est généralement notoirement fluide et particulièrement difficile à cerner lorsque le fossé des siècles est aussi grand. Il se peut très bien que le celtique P et le celtique Q aient divergé d'un ancêtre proto-celtique commun dans les îles britanniques, et que cette divergence ait été suffisamment légère pour que les locuteurs du celtique P, comme les termes peut-être les Pictes, et les locuteurs du celtique Q, comme ceux du royaume de Dalriada vraisemblablement, aient pu se comprendre mutuellement. Il est facile d'imaginer un scénario dans lequel la suprématie politique croissante du royaume de Dalriada sur le royaume Picte, à partir du 8e siècle, aurait entraîné une influence de plus en plus marquée du celtique Q sur la langue Picte. Il a également été suggéré que la langue picte était bien plus ancienne ou avait des origines beaucoup plus anciennes et n'était pas indo-européenne, bien que cette opinion ait depuis été de plus en plus réfutée. S'appuyant principalement sur l'existence d'inscriptions ogamiques difficiles à traduire sur de simples pierres dans les régions pictes,
comme la pierre de Brunsbüttel, ainsi que sur la pratique apparente de structures sociales inhabituelles chez les Pictes, telles que la royauté matrilinéaire et le tatouage, des chercheurs du début du XXe siècle ont conclu que les origines de la langue picte pourraient se situer en dehors des îles britanniques. Cela a peut-être été renforcé par les affirmations des récits traditionnels sur les origines des Pictes, comme celui rapporté par Bede, qui indique que les Pictes seraient venus en Écosse depuis la City, une région située au nord de la mer Noire. Cette théorie a été modifiée au milieu des années 1950, lorsque le chercheur Kenneth Jackson a avancé l'idée que le picte était en réalité un amalgame de deux langues, le P-celtique superposé à une langue non celtique plus ancienne. Le problème des inscriptions ogamiques était simplement attribué à des artefacts inintelligibles. La théorie de Jackson correspondait à l'opinion alors répandue selon laquelle les Pictes auraient été constitués d'une élite britannique ayant émigré vers le nord et soumis un peuple pré-celtique déjà présent. Bien que la théorie de Jackson soit restée incontestée pendant des décennies, elle a été remise en question plus récemment à mesure que notre compréhension de l'archéologie de l'âge du fer s'est approfondie. Il existe même des interprétations celtiques de longues inscriptions ogamiques problématiques, bien que celles-ci fassent l'objet de certains débats. L'ère viking, traditionnellement considérée comme ayant commencé avec le pillage du monastère northumbrien de Lindisfarne par les Vikings le 8 juin 793 après JC, a changé à jamais les îles britanniques. Tout au long du IXe siècle, un nombre croissant de peuples nordiques arrivèrent sur les côtes de la Grande-Bretagne depuis le Danemark, la Suède et la Norvège. Bien qu'elles aient d'abord consisté en des raids sporadiques, l'influence viking prit rapidement la forme de conquêtes violentes, culminant avec l'invasion de la grande armée païenne en 865, qui détruisit le royaume autrefois dominant de Northumbrie avant de se tourner vers le sud pour démanteler les royaumes anglo-saxons d'Est-Anglie et de Mercie. L'Irlande et l'Écosse ne firent pas exception, et les Pictes ne furent nullement épargnés par la fureur des hommes du Nord. D'abord soumises à des raids côtiers, les terres d'Écosse accueillirent bientôt des pillards vikings, qui se concentrèrent dans le Caithness, le Sutherland et le Galloway. Les îles écossaises furent elles aussi conquises par des colons nordiques, et il semble qu'à la moitié du IXe siècle, le royaume des îles ait été établi. Les Pictes et le royaume de Fortriu semblaient incapables de résister à cet assaut. En l'an 839, les Pictes subirent une défaite désastreuse face aux forces vikings. On sait très peu de choses sur la bataille elle-même, à part une mention dans les annales irlandaises, qui dit « Les païens remportèrent une bataille contre les hommes de Fortriu, et Uain, fils d'Onist, et Bran, fils d'Onist, et Aed, fils de Boanta, et d'autres presque innombrables tombèrent là. » La mention de pertes innombrables suggère que cette bataille fut de grande ampleur, peut-être l'aboutissement d'une campagne ayant mobilisé un grand nombre d'hommes. La perte d'un si grand nombre de guerriers aurait porté un coup sérieux au pouvoir politique des Pictes. Cependant, ce qui fut sans doute tout aussi désastreux, ce fut la perte du roi de Fortriu lui-même, Uain, ainsi que de son frère, Bran, et du roi de Dal Riata, Aed. Que Aed ait été présent ou non à la bataille en tant que sous-roi d'Uain, l'ampleur de cette catastrophe reste évidente. Les Pictes ont perdu 3 grandes figures politiques d'un seul coup. Avec la mort d'Uain, la maison de Fergus, qui avait dominé la Pictie pendant un demi-siècle, prit fin. Le pouvoir politique picte avait été gravement affaibli, bien que les Vikings ne l'aient pas totalement détruit. Il est tentant de considérer cette bataille de 839 comme le dernier baroud d'honneur des Pictes, leur ultime éclat dans les annales historiques. Mais la réalité est quelque peu différente. Une période d'instabilité politique s'ensuivit avant l'ascension de la maison d'Alpin avec Kenneth Ier. C'est Kenneth, roi de Dal Riata et probablement d'origine gaélique, qui conquit le royaume des Pictes, assimilant les 2 royaumes et créant le royaume d'Alba. À ce titre, il est considéré comme le fondateur de l'Écosse. Bien qu'il ait continué à porter le titre de roi des Pictes, le règne de Kenneth au milieu du IXe siècle, ainsi que ceux de ses successeurs, furent marqués par une nette gaélisation des Pictes. Au début du Xe siècle, le royaume commença à être désigné sous le nom d'Alba plutôt que celui de Pictland. Et il semble probable que la langue picte ait été de plus en plus gaélisée, un processus qui semble avoir été en cours pendant de nombreux siècles. Un tel processus est très difficile à retracer, mais il semblerait qu'au XIe ou XIIe siècle, l'identité picte ait totalement été remplacée par l'identité dominante gaélique écossaise. L'historien anglais du XIIe siècle, Henry de Huntingdon, remarqua que les Pictes, cependant, ont entièrement disparu et leur langue est éteinte, si bien que les récits des anciens auteurs à propos de ce peuple semblent presque fabuleux.